Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là pour ce nouveau webinaire CFS+, qualité et formation professionnelle. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nelly Fessot, qui est directrice de Erasmus+ France. C'est elle qui va présenter, qui va introduire le webinaire. Glenda Gilmore, qui est directrice de la communication et qui est avec Sylvain Cherpire, voilà, qui se présentera. Et puis Idriss, qui est ambassadeur Erasmus, apprenti à l'île de la Réunion, et il va pouvoir nous faire vivre son expérience avec Erasmus, qui est fort riche et fort intéressante. Donc je vais tout de suite donc passer la parole à Nelly, qui va introduire ce webinaire. Merci beaucoup, cher Michel. Donc, c'est un très, très grand plaisir de participer à ce webinaire et puis de pouvoir, bien sûr, échanger, répondre à toutes vos questions, accompagné par Glenda Gilmore, Sylvain, que je salue, et Idriss, qui est un de nos jeunes ambassadeurs Erasmus+. Alors, peut-être que vous vous interrogez en se disant, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle Erasmus+? Donc, et pourquoi est-ce qu'il y a un plus derrière Erasmus? Donc, comme vous le savez sans doute, Erasmus est un programme européen porté par l'Union européenne, financé par la Commission européenne, qui vise à l'origine la mobilité des jeunes étudiants. Ça, c'était en 1987 et qui est devenu très célèbre grâce au film L'Auberge espagnole. Donc, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, peut-être les plus anciens d'entre vous. En tout cas, à côté de ce programme emblématique de l'Union européenne, il y avait d'autres programmes qui visaient un peu la même chose, à la mobilité, au partenariat, mais des gens dans la formation professionnelle, des personnes en formation continue, dans le monde des adultes, la mobilité des scolaires. Et puis, à un moment donné, il a été décidé de rassembler tout cela autour d'un seul mot, Erasmus, donc la notoriété la plus forte étant Erasmus, c'est le mot Erasmus qui a été retenu, avec ce plus qui signifie que Erasmus, ce n'est pas que pour les étudiants, et c'est bien sûr à la fois pour les adultes dans le cadre de la formation continue, à la fois pour les scolaires également et notamment les lycéens, et bien sûr pour la voie professionnelle. Donc, peut-être que ce plus-là est important. Il est récent, mais de plus en plus, sans jeu de mots. Maintenant, nous savons que la mobilité n'est pas réservée qu'aux étudiants et s'adresse à toutes et à tous. C'est un programme emblématique, donc comme l'a bien mentionné Glenda et comme vous le voyez sur le petit PowerPoint qui vous est présenté, 87% des Français ont entendu parler d'Erasmus et un tiers connaissent quelqu'un qui ont participé au programme et 6% y ont eux-mêmes participé. Alors, on a un petit problème avec les diapositives, là, c'est ça ou... Je ne pense pas. Donc, peut-être que simplement pour vous préciser que les pays du programme, alors peut-être qui finance, c'est ça, les actions, ou je continue tout simplement sur les pays du programme. Bon. Donc, les pays du programme, ce sont les 27 pays membres de l'Union européenne. Et il y a également 6 pays qui sont associés au programme Erasmus, 3 qui sont des pays traditionnellement dans la sphère économique de l'Union européenne et 3 qui font partie des pays qui souhaitent entrer dans l'Union européenne et notamment la Turquie, qui est un grand pays assez motivé, en tout cas par le programme et qui participe activement aux Erasmus Days. Donc, au total, nous sommes 33 pays dans le cadre d'Erasmus à participer au programme. Donc, les objectifs du programme,
Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais en tout cas, notre rôle, c'est de financer des actions de mobilité et de partenariat. Pour vous donner une idée, puisque c'est un programme qui est de fer de lance et très porté par l'Union européenne, nous sommes passés uniquement pour la France d'un volume de 1,1 milliard de financement de mobilité sur la période 2014-2020 à un programme de 2,2 milliards pour la période 2021-2027. Donc, c'est un programme qui est en pleine croissance puisqu'il a quasiment doublé et qui va continuer à progresser pour les prochaines années. Donc, c'est quelque chose aussi à garder en tête puisque de fait, il y a de plus en plus de personnes qui s'emparent du programme, de professionnels, bien sûr, mais également d'établissements scolaires, secondaires. Donc, on voit que Erasmus se diffuse maintenant de manière extrêmement large. Donc, en tout cas, il s'adresse à tous les pays relevant d'un dispositif d'éducation ou de formation. Les priorités du programme pour cette période 21-27 sont au nombre de 4. L'inclusion et la diversité, le numérique, la transition écologique et la citoyenneté européenne. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les porteurs de projets, c'est-à-dire ceux qui vont déposer un projet pour recevoir de l'argent du programme Erasmus, auront des points supplémentaires s'ils s'inscrivent dans le cadre de ces 4 priorités du programme Erasmus. Une petite précision, Erasmus ne vise jamais directement les bénéficiaires finaux. C'est-à-dire que concrètement, c'est jamais un jeune, c'est jamais un étudiant qui nous sollicite directement pour dire voilà, j'ai besoin d'une bourse Erasmus. Tout passe par les établissements. Par conséquent, ce sont les établissements scolaires, les établissements lycées, les universités, les écoles, quelles qu'elles soient, les organismes de formation qui sont porteurs de projets Erasmus et qui vont donc déposer une demande pour financer X mobilité ou X partenariat. Ça peut être et d'ailleurs dans certains cas. Donc, et bien entendu, plus leur projet sera inclusif, numérique, écologique et axé autour de la citoyenneté, plus le projet aura des chances d'être retenu. Parfait. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je demandais à voilà, Glenda, vous pouvez passer les diapos, ce serait peut-être plus simple. Ok, si je peux, ça marche. Ah, vous voyez, parce que comme ça, vous connaissez bien, ce sera plus simple que ce soit vous qui passiez les diapos, si c'est possible, tout va bien. Pour l'instant, on n'a pas de questions de la salle. Moi, j'en poserai bien une, effectivement, pour dire, bah oui, comment on développe, mais on développera ça peut-être tout à l'heure avec Idriss. Enfin, en tout cas, merci pour déjà cette entrée en matière, qui fait qu'effectivement, et je suis, comme je le disais avant de démarrer avec votre équipe, c'est un peu décevant de voir qu'il y a si peu d'inscrits pour un webinaire aussi important, parce que Erasmus, avec Erasmus+, effectivement, c'est une ouverture en particulier à l'apprentissage, comme on va le voir avec Idriss. Et je rappelle que la mobilité internationale fait partie des obligations, en particulier dans Calliope, de l'apprentissage. Voilà, je vous laisse continuer. Oui, Michel, juste moi, je voulais continuer peut-être Glenda, parce qu'il y avait peut-être les types de mobilité, les types de partenariats, ou vous souhaitez les présenter? Non, c'était juste, en fait, je ne peux pas avancer les slides parce que je ne suis pas en train de partager le… Ah, ok, très bien. Donc, c'est pas… Ok, je vous laisse, enfin, je continue. Alors, sur les types, peut-être les types de mobilité pour illustrer, mais en tout cas, vraiment, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a un chat participant, mais il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, je continue.
Alors, les types de mobilité, bien sûr, ça peut être pour suivre un cours ou une formation en Europe et au-delà. Ça peut être aussi pour observer des pratiques dans un établissement étranger, partir enseigner en Europe, rencontrer des élèves, faire un stage dans une entreprise étrangère. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, mais notamment dans la voie pro, la formation professionnelle, il est tout à fait possible d'effectuer un stage à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. Et bien entendu, mais ça vous le savez tous, de suivre une partie de sa scolarité dans un autre pays que le sien, quelque part en Europe. Au niveau des partenariats, puisque comme je vous l'expliquais, on a deux modes d'action, les mobilités et les partenariats. Au niveau des partenariats, donc c'est essentiellement de coopérer autour d'une thématique éducative, d'échanger sur les pratiques entre professionnels, et ça peut être fort utile, notamment également dans le cadre de la formation professionnelle, et de créer ou de concevoir des contenus pédagogiques innovants. Voilà pour ce qui est des types de mobilité. Alors, il y a Geneviève qui demande de faire passer les diapos. Donc, je ne sais pas qui gère les diapos. Geneviève, ce n'est pas moi. C'est Michel en ce moment parce qu'il faut que Michel… Michel a des difficultés. Donnez-moi le numéro des diapos, ça va être plus simple. Alors là, j'étais sur… je ne peux pas vous dire. Michel, je ne sais pas. 6. Type 6. 6. Ouais, on est bon. Voilà. Ah non, il faut revenir en arrière. Alors, 5, non. Après. Non, moi j'ai ça. Voilà. Voilà, on va pas. Voilà, on continue. Alors là, hop, Michel, si tu peux revenir sur celle d'avant. Voilà, celle-là. Voilà, non. donc ça illustre les 33 pays au total, donc les 27 pays membres de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, qui sont dans la zone économique. Et ensuite, la Macédoine, la Turquie et la Serbie, qui sont candidates à l'entrée dans l'Union européenne. D'accord. Ensuite, Michel, tu peux continuer à dérouler. Alors, on est là sur… La priorité, on a vu. Les priorités, donc on en a parlé tout à l'heure. Les types de mobilité, on en a également parlé. Pardon, voilà. Les types de partenariat également. Voilà. Alors, est-ce que la Tunisie est couverte par le programme Erasmus? Alors, tout à fait, puisque en gros, Erasmus, c'est essentiellement pour les 33 pays dont nous avons parlé, mais il y a aussi une dimension internationale au programme. À vrai dire, elle est plus réduite puisqu'elle ne peut pas dépasser 20% du budget alloué, mais donc elle est plus réduite, mais oui, c'est possible. Intéressante question. Et d'autres pays que la Tunisie, j'imagine aussi. Tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir des mobilités aux États-Unis, en Chine, au Japon, etc., etc. Après, comme on est sur un budget qui est beaucoup plus réduit et que le reste du monde est très large, forcément, les critères sont plus compliqués, pour être très honnête. Très bien. Bon, ben voilà, le chat s'anime un petit peu. Merci pour ces questions. Donc, on passe là à la fête européenne, aux Erasmus Days ou… Oui. Moi, je vais dire un petit mot. Donc, pourquoi on est réunis là le 25 septembre? C'est parce qu'il y a une date clé qui approche à grands pas et peut-être l'occasion pour ceux autour de l'écran qui ne connaissent pas. On n'a pas dit au revoir à Nelly qui a fini son introduction apparemment. Alors, je reste là, simplement, je bouge la caméra, voilà. mais je vous écoute et je reste tout à fait présente, Michel, pour l'heure qui vient, il n'y a pas de souci. Bah, très bien. Donc, c'est bientôt les Erasmus Days. Merci Nelly, merci. Pardon Glenda. Ça marche. Donc, qu'est-ce que c'est les Erasmus Days? Donc, c'est une fête
européenne, pas que nationale, en France, mais aussi au-delà de ça, en Europe, dans le monde entier, pour fêter le programme Erasmus+. Ça a été créé en 2017 à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans du programme Erasmus+. C'était lancé par l'agence Erasmus+, ici en France, et ça a eu une telle réussite que finalement, donc du coup, c'est un événement qui revient tous les ans. Donc, et c'est quoi l'objectif de cet événement? C'est vraiment de montrer sur le terrain qu'est-ce que c'est Erasmus+, c'est quoi ce programme, ça impacte qui, c'est quoi les bénéfices, les atouts, qui peut faire Erasmus+. C'est un objectif d'améliorer la connaissance du programme et d'inciter ceux qui ne le connaissent pas de se lancer dans cette aventure. Ensuite, je pense que si on peut passer au prochain slide, on va parler peut-être des... Voilà, là, c'est quelques illustrations donc, sur qu'est-ce que ça donne les Erasmus Days. Il faut savoir que ici en France, donc, on incite tous les établissements porteurs de projets d'Erasmus, que ce soit des CFA, des maisons d'emploi, des collèges, des lycées, des universités, toutes ces structures qui portent un projet Erasmus+, de faire quelque chose en octobre, mi-octobre, pour fêter le programme. Donc, nous, on les équipe avec des outils de communication digitaux et aussi des kits de goodies. Et ensuite, ils organisent des conférences, des débats, des expositions, tout ce qu'ils souhaitent. Des vidéos, des podcasts, tout. Tout est permis en ligne, en site. L'idée, c'est vraiment... Des webinaires. Des webinaires, mais tout à fait, Michel. Voilà, donc pour célébrer les Erasmus Days. Donc là, c'est quelques images des fêtes, des festivités des Erasmus Days des années précédentes. Et donc ici, nous, à l'agence Erasmus+ France, nous, on coordonne les activités pour toute la France et on incite les autres pays européens aussi à fêter les Erasmus Days qui ont lieu cette année du 9 au 14 octobre. Donc, c'est une toute nouveauté. Les Erasmus Days, c'était sur 3 jours. Là, cette année, on a décidé que 3 jours, ce n'est pas suffisant. Donc, on fait 6 jours pour fêter les Erasmus Days. Vous voyez là les jolies chartes graphiques, les posters, les slogans que vous allez voir sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, où on dit que c'est 6 jours pour faire vibrer l'Europe. Vous voyez avec l'effet confetti pour montrer vraiment que c'est un aspect convivial, festif. Et on a des taglines qui sont aussi en lien avec l'année européenne des compétences, qui a lieu en ce moment, bien sûr. Donc, c'est l'année européenne des compétences du mois de mai 2023 jusqu'au mois de mai 2024. Et aussi, c'est un tagline, Erasmus Day, c'est aussi l'occasion de fêter la citoyenneté européenne, parce qu'on a bien sûr dans le viseur les élections européennes qui approchent pour l'année prochaine en juin 2024. On va fêter tout ce que représente l'Europe et Erasmus+, par rapport aux valeurs de notre joli continent. Alors, sur le prochain slide, on parle peut-être des dates clés. Non, là, vous voyez, donc ça, c'était juste un capture d'écran que j'ai pris du site web Erasmus Days. On a un site web dédié. Vous pouvez vous connecter à erasmusdays.eu. Et là, sur ce site web, vous allez voir toutes les activités, les événements qui sont organisés en France et au-delà de ça. L'année dernière, à titre d'exemple, on a organisé 6295 événements Erasmus dans le monde. Avec, je pense que on était à plus de 2000 en France d'événements. Donc, et là, vous pouvez aller cliquer sur la carte et voir s'il y a une activité Erasmus Days à côté de chez vous. Alors, et là, oui, là, vous voyez, dans 58 pays, 6295 événements. Donc, il y a forcément un Erasmus Days à côté de chez vous dans une structure. Donc, c'est l'occasion d'aller participer et se renseigner, échanger avec des porteurs de projets qui font un Erasmus+. Et ensuite, j'arrive donc au prochain slide, et ce sera l'occasion ensuite pour moi de présenter Idriss. Donc, les Erasmus Days 2023, c'est aussi l'occasion de présenter notre tout nouveau réseau, qui est le réseau des ambassadeurs Erasmus+. Donc, qu'est-ce que c'est les ambassadeurs Erasmus+? On a lancé une campagne de recrutement pour regrouper un groupe d'une 50aine de personnes qui ont fait Erasmus+ dans leur vie et pour qui ça a eu un impact positif dans leur vie, pour qui ça a eu une révélation, une transformation dans leur vie. On a eu plus de 900 candidatures, il faut dire, quand on a lancé cette campagne de recrutement. Donc, c'est une grande réussite. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite partager les joies, le bonheur de leur Erasmus+.
Idriss fait partie des 5 qui étaient retenus pour ce joli réseau. Et l'objectif donc de ce réseau, vous voyez, c'est des personnes qui vont nous aider à prêcher la bonne parole, qui vont participer dans les échanges pair à pair pour montrer que apprentis, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d'emploi, vous aussi, vous pouvez participer à un projet Erasmus+, partir en mobilité pour améliorer vos compétences, vos langues, votre autonomie, etc. Et donc, surtout lors de ces Erasmus Days, notre réseau des ambassadeurs qui se trouve partout, en France et au-delà de ça, Idriss est présent avec depuis la Réunion. Donc, ça montre vraiment que nos ambassadeurs sont partout et donc, eux, ils vont nous aider à promouvoir les Erasmus Days, ils vont participer aux événements, relayer ça sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'on trouvait ça particulièrement intéressant qu'Idriss soit avec nous pour ce webinaire. Peut-être Idriss, si tu veux dire quelques mots sur ton parcours. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Maï Idriss. Je suis récemment ambassadeur de Erasmus, ce qui est un grand plaisir pour moi. Et mon parcours, c'est un parcours typique. J'ai fait le lycée général et après, je suis parti dans la filière professionnelle et c'est là que j'ai eu l'occasion de faire le voyage Erasmus+ pour aller au Portugal. Du coup, comme j'étais au CFA, je suis en alternance moi. Du coup, j'ai eu l'occasion d'aller, on est parti 3 semaines au Portugal avec Erasmus+, à travailler dans une entreprise là-bas. Et c'était bénéfique parce que on voit les différences qu'on a, chez nous, comment on travaille, et chez d'autres personnes, chez d'autres pays, on va dire. On voit la différence et ça nous apporte énormément sur le point personnel et même pratique pour nous. On peut partager ce qu'on a découvert et tout. Et franchement, c'est un grand truc d'apprentissage. Et même niveau langue, comme nous, on parle essentiellement français. Et aller là-bas, parler soit portugais, soit anglais, ça apporte énormément pour moi en tout cas. Ça m'a apporté énormément. Je n'ai pas réponse à cela. La montre. C'est la montre. La technologie. C'est la montre. Ah oui, c'est la montre. Technologie. Est-ce que peut-être tu peux nous dire, Idriss, dans quelle entreprise tu étais et aussi quelle formation tu suivais quand tu es parti en mobilité au Portugal? Moi, là, je suis en BP, en brevet professionnel de menuiserie bois. Et je travaille avec mon papa, du coup, comme je suis en alternance, je travaille avec mon papa. Et je suis parti dans une entreprise au Portugal qui s'appelait Escala Seata. C'est ça le nom de l'entreprise. Et voilà. Après... C'est pour préparer quel titre professionnel? C'est un brevet professionnel. Un brevet professionnel, oui. L'éducation nationale, donc le brevet professionnel. Oui. Oui, d'accord. En CFA. C'est intéressant, ça montre qu'effectivement, en apprentissage, la mobilité internationale. Et le CFA est à l'île de la Réunion. Oui. Et après, pour rebondir sur le fait que ce n'est pas que les étudiants et tout qui ont, ma sœur qui est au lycée, une semaine après, elle est partie au Portugal comme moi avec Erasmus. Donc, voilà. Très bien. Et peut-être... On reviendra. Oui, peut-être juste parce que du coup, on n'a pas présenté Sylvain qui est ingénieur de promotion, spécialisé dans l'enseignement et la formation professionnelle. Et on trouvait que c'était intéressant aussi que Sylvain soit là parce que je pense que vu le public, peut-être effectivement les gens posent la question, tiens, ce n'est pas que pour les étudiants. Erasmus+, c'est aussi pour, comme nous on appelle ça EFP ici. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur... Oui, effectivement, peut-être pour rappeler peut-être un ordre de grandeur. Avec le programme Erasmus+, on finance la mobilité d'environ 100 000 personnes par an. On l'a dit, étudiants, jeunes, apprentis, lycéens, demandeurs d'emploi, CFA, lycée, collège, université, école de commerce, association, collectivité territoriale, etc. etc. Donc voilà, c'est une réalité qui est de plus en plus prégnante dans la vie de ces jeunes. Sur la formation professionnelle, on a environ 30 000 personnes qui partent chaque année, des apprenants et puis aussi des personnel pédagogique bien sûr, des formateurs, mais également des personnels de direction, des personnels administratifs, des maîtres d'apprentissage. Donc voilà, la mobilité sur la formation professionnelle est ouverte à tous, à la fois les jeunes qui sont
en formation professionnelle sous statut scolaire, en lycée, et puis également ceux qui sont dans un CFA, qui préparent un diplôme de niveau 3 ou 4, comme le BP par exemple, ou bien ceux également qui préparent une licence, un master, etc., qui sont éligibles aussi à partir en mobilité Erasmus+. Donc le nombre d'apprentis qui part à l'étranger a augmenté de 30 à 40% ces dernières années. Et même si c'est vrai qu'un apprenti, c'est un apprenant un petit peu particulier, puisque c'est un apprenant salarié qui est lié par un contrat de travail, il peut y avoir quelques contraintes, quelques freins, notamment liés au contrat de travail, justement, avec l'employeur, qui doit être d'accord pour laisser partir son jeune. On en a de plus en plus qui partent se former à l'étranger. Et puis, quand on fait des enquêtes à leur retour, on retrouve ce que dit Idriss, tout l'intérêt de ces mobilités, un formidable déclencheur de motivation, le développement de compétences professionnelles, de compétences métiers, de compétences techniques, et puis aussi de compétences transversales, appréciées des employeurs et propices à une insertion professionnelle facilitée. La capacité à travailler en équipe, la capacité à apprendre. C'est aussi des formidables expériences quand on a une vingtaine d'années d'acquérir en maturité, développer sa confiance en soi. Donc voilà, les bienfaits sont importants. Idriss, tu nous confirmes? Je confirme tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas de questions dans le Alors, chat. il y avait une question sur dans quel cadre les lycéens peuvent partir avec Erasmus. Est-ce que quelqu'un a répondu ou est-ce que je réponds? Non, ok. Personne n'a pas répondu encore. C'est à Suzy, donc je réponds. Donc, les lycéens peuvent partir selon deux modalités. D'une part, parce que un établissement aura donc été accrédité Erasmus et organise des mobilités pour les classes, ou bien encore en mobilité individuelle, et notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la mention européenne ou internationale, qui est proposée aux élèves de première et de seconde pour effectuer une mobilité, c'est-à-dire partir à l'étranger pendant 4 semaines et plus. Voilà. Avec, dans ce contexte-là, une inscription à la fois des notes et des appréciations dans le lycée scolaire français. Voilà, Suzy, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, et puis pour compléter, donc là, effectivement, c'est sur l'enseignement scolaire et sur l'enseignement à la formation professionnelle, on retrouve peu ou prou ce même dispositif à travers l'unité facultative de mobilité où les jeunes peuvent s'inscrire et s'ils obtiennent plus de 10, les points sont aussi comptent pour l'obtention du bac. Alors, il y a une question. Avez-vous un exemple de programme transition écologique à nous raconter sur le dispositif? On a même plusieurs. On a une page dédiée sur le site web Transition écologique avec et un recueil de projets qui était sorti là tout récemment. Donc, on peut peut-être rajouter ça au téléchargement qui seront disponibles après, Michel, parce qu'on a la transition écologique étant une des priorités phares du programme. Beaucoup de projets divers et variés, que ce soit en lien avec la pédagogie par rapport aux habitudes, ou que ce soit dans des cours, etc. En fait, il y a plusieurs façons d'impliquer la transition écologique dans les projets. Et on a un recueil qui doit avoir entre 12 et 15 exemples de projets qui est disponible sur notre site web et j'ajouterai ça dans les téléchargements. Très bien. Pour le Royaume-Uni, c'est terminé ou est-ce que ça fait partie des pays possibles comme la Turquie et d'autres? Alors, c'est un pays qui, malheureusement, ne fait plus du tout partie du programme. Néanmoins, ça fait partie du reste du monde. Donc, c'est comme la Tunisie, les États-Unis, la Chine ou le Japon. Voilà, il y a toujours des possibilités quand même avec le Royaume-Uni, mais ce n'est pas intégré dans le programme. Ouais. Plus limité. Voilà, il est possible d'organiser des mobilités, c'est ce qu'on appelle nous à l'international, c'est-à-dire hors Europe, uniquement pour l'instant sur le secteur de l'enseignement supérieur et sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, où il est possible de flécher 20% des financements obtenus
vers des mobilités dans des destinations de pays hors Europe. Donc la Suisse, le Royaume-Uni, la Chine, le Sénégal, les États-Unis, etc., etc. Et puis, bien sûr, ces pays, le Royaume-Uni, tout comme la Tunisie, le Japon, etc., peuvent être aussi des structures, des organisations d'éducation et de formation de ces pays, peuvent participer à des partenariats Erasmus+, petits ou grands. Il y a aussi des actions spécifiques pour ces pays-là dans le cadre du programme Erasmus+. Donc là, à travers ce qu'on appelle, nous, les actions centralisées, c'est-à-dire des appels à propositions qui sont gérés depuis Bruxelles directement, depuis la Commission européenne, pour encourager le développement pour le dire rapidement, des systèmes d'éducation et de formation de ces pays-là. La durée moyenne d'un séjour? Alors, durée moyenne d'un séjour pour les apprenants de l'enseignement et de la formation professionnelle, on est à 2 ou 3 semaines. La mobilité, elle est beaucoup plus longue, bien sûr, pour les étudiants, puisqu'il y a une durée minimale de 2 mois. Pour les cas les plus particuliers, je ne rentre pas dans d'autres détails. Je peux poser une question qui serait, dans le cadre d'un apprentissage, est-ce que je peux être apprenti en Belgique, mon entreprise est en Belgique, alors que mon CFA est en France, mais que l'alternance, c'est-à-dire pendant toute la durée de mon apprentissage? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est hors Erasmus+. Très bonne question. Aujourd'hui, c'est hors Erasmus+, demain, ça le sera, puisqu'il y a, avec la loi qui a été votée l'année dernière, la loi 3DS, cette inscription de l'apprentissage transfrontalier, donc qui va être expérimenté avec l'Allemagne. Et puis, il va y avoir des conventions spécifiques qui sont en train d'être développées avec la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Donc, c'est-à-dire cette possibilité, par exemple, pour le dire très concrètement, de faire sa formation théorique dans un CFA français et de faire la partie théorique dans une entreprise allemande. Donc là, il y a un cadre… La partie pratique, oui. Voilà, il y a un cadre de coopération qui est en train de se mettre en place, donc, dans le cadre de ce qu'on appelle l'apprentissage transfrontalier. Il n'empêche, évidemment, avec le programme Erasmus+, on financera toujours une mobilité vers un organisme d'accueil. Donc, on ne sera pas en capacité, si vous voulez, de financer le flux aller-retour d'un alternant qui passerait, par exemple, 2 semaines dans un CFA français et 2 ou 3 semaines dans une entreprise allemande. On n'est pas en capacité de financer son aller-retour, puisque nous, on finance, si vous voulez, un placement, une période de formation à l'étranger pendant 2, 3 semaines, ça peut aller jusqu'à 1 an d'ailleurs, mais avec un aller et un retour. Voilà. Oui, c'est pour ça que c'est un autre dispositif, mais je voulais en parler parce qu'il y a eu des éclairages sur ça, justement, l'apprentissage transfrontalier. Et puis pour l'apprentissage, c'est important. Et notre ami Idriss nous montre que effectivement, même depuis l'île de la Réunion, on peut aller faire un stage au Portugal. Ça, c'est formidable, hein, Idriss. Ah oui, parce qu'on est une petite île bien isolée, mais on a accès à tout en fait. Même si on est loin de toute la France, on va dire, on a quand même accès à ce projet. Et pourquoi le Portugal? En fait, c'est notre centre de formation, c'est eux qui nous avaient proposé le Portugal. Du coup, on n'a pas hésité, on est parti en petit groupe. En fait, il y avait plusieurs corps de métier aussi qui sont partis. Il n'y avait pas que le menuisier comme moi. On est parti à 6 corps de métiers différents, 6 entreprises différentes au Portugal. C'est intéressant de voir la mobilisation du CFA pour ça. C'est formidable. Hein. Et les autres métiers, Idriss, que tu mentionnais? On avait, du coup, il y avait moi en menuiserie bois, il y avait des peintres et maintenance bâtiment. Voilà, donc il y a l'implication forte d'un CFA pour ça quand même. C'est formidable. Et justement, et d'ailleurs là, je crois que le CFA m'a transféré que là ils vont refaire la même chose au Portugal aussi. Et l'apport pour la préparation du BEP menuiserie ça aide énormément quand même, parce que il y a des choses que qu'on savait pas et que au retour c'est devenu un automatisme en fait. Qu'on a fait 3 semaines là-bas quand même, 3 semaines en entreprise, et puis ça apporte énormément, franchement.
Alors, il y a une question sur une fois le téléchargement, ça c'est pour moi, hein, c'est oui, le webinaire, vous pourrez le télécharger, le voir en replay sur la chaîne Webikeo. Il sera en replay également sur la chaîne YouTube CFS+, et puis vous pourrez le diffuser autant que vous voulez. Au contraire, il est fait pour ça. Voilà. Alors, je suis intéressé par le soutien Erasmus. Comment faire? Tout dépend de votre structure. Si vous êtes d'un CFA, en tout cas, il faut participer à l'appel. Il y a des appels à projets tous les ans, donc qui sortent fin novembre, donc qui s'adressent à l'enseignement scolaire supérieur, l'enseignement et formation professionnelle, l'éducation des adultes. Donc, il faut rester attentif à notre appel à projet et surtout participer pour déposer un projet Erasmus+. Là, tu réponds à la question je suis responsable de formation pour adultes, c'est ça ou... Non, c'était je suis intéressée par le. Oui, je suis intéressé par Erasmus+. Voilà, parce que la question suivante, c'est j'aimerais que nos groupes puissent partir sur des échanges de pratiques. Peut-on anticiper la demande d'aide sans connaître les personnes qui intégreront le projet? Alors, le programme Erasmus+, il finance une stratégie d'ouverture à l'international d'un CFA, d'un collège, d'un lycée, d'une école de commerce, d'ingénieurs, d'une ONG, etc., etc. Donc, si vous voulez, la sélection des participants, au stade, en tout cas, où on demande de l'argent, on ne demande pas de savoir si vous allez faire partir Michel, qui est apprenant, ou Thierry, qui est formateur. Voilà, ça vient après. Et puis, on est sur un système de financement forfaitaire. C'est ça aussi qui est intéressant avec le programme Erasmus+. Si la mobilité est réalisée, il y a un forfait automatique qui est attribué pour l'hébergement, la restauration, les voyages, des frais d'organisation pour la structure qui dépose le projet. Très intéressant. Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place pour les personnes en situation de handicap? Alors, il y a des aides effectivement spécifiques, hein, Nelly Fessot l'a rappelé, l'inclusion est au cœur du programme Erasmus+. Donc, il y a à la fois un soutien sous forme de forfait pour les organisations qui font partir des personnes en situation de handicap, en affection de longue durée ou ayant moins d'opportunités dans le jargon Erasmus+. Et puis, il peut y avoir également du soutien au réel pour des dépenses particulières liées au handicap. Donc, si par exemple un apprenant à l'étranger, au Portugal, en Slovénie, en Irlande, a besoin à sa descente de l'avion d'un fauteuil roulant, d'un guide, de matériel, d'outils particuliers pour pouvoir réaliser sa mobilité, le programme Erasmus+ est en capacité de le financer et de favoriser sa participation comme un participant tout à fait normal. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? De 7 à 77 ans, comme les jeux Mattel. Voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Pas de limite d'âge. Il faut être dans une démarche d'éducation, de formation. Et si ça c'est bon, il n'y a pas de limite d'âge. Très, très bien. Et d'ailleurs, c'est une blague parce que de 7 à 70 ans, c'est même plutôt de 3 à 77 ans, puisqu'on a aussi, on a aussi quelques projets d'école maternelle, figurez-vous, des tout petits qui peuvent partir, ou s'ils ne partent pas, ils font des projets à distance avec, on ne va pas entrer en détail, mais une plateforme qui s'appelle la plateforme eTwinning, où on a environ 200 000 professionnels enseignants en Europe, où il est possible de travailler sur un projet thématique, pédagogique, sur l'environnement, sur tout un tas de thématiques. Jusqu'à 77 ans, il n'y a pas de programme pour les retraités quand même. Si, parce qu'on peut se former tout au long de la vie. Formation tout au long de la vie. Ben voilà une question intéressante. Donc, un retraité pourrait aussi demander à bénéficier du programme Erasmus. S'il est dans une structure qui porte un projet Erasmus+, tout à fait. Très bien. Et les demandeurs d'emploi, comment font-ils? Ils passent par Pôle emploi ou... Oui, effectivement, ils ne demandent pas à partir sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, c'est-à-dire un statut qui atteste qu'ils sont dans une démarche de formation.
Donc, on finance les missions locales, les associations d'aide au retour à l'emploi, les chantiers d'insertion, Pôle emploi national également financé par le programme Erasmus+. Alors, il y a une question qui s'adresse à Adris, mais qui s'adresse aussi à tout le monde, finalement. Est-ce qu'il y a besoin d'une préparation linguistique avant de partir? Alors, moi j'ai fait. Moi, j'ai fait, on a eu, sur un mois, on a eu deux jours par semaine à peu près. On a eu une petite préparation des bases pour quand on arrive là-bas, on sache un minimum. Mais oui, on a eu notre préparation et ça a bien aidé aussi, ça peut la préparation par contre. Hein. Pour rappeler les bases de ce qu'on avait appris avant, oui. Ouais, formidable. Voilà, et puis avec le programme, il y a aussi accès à une plateforme de formation linguistique, plateforme OLS, avec des cours, avec un positionnement en amont et puis un positionnement après pour voir aussi quels ont été le développement des compétences linguistiques pendant le séjour. On a aujourd'hui, je crois, 7 langues du niveau A1 au niveau C2 du cadre européen de certification des langues. Et si la langue du pays d'accueil n'est pas disponible sur la plateforme, il peut y avoir aussi un complément financier pour des cours de langue. Voilà, pendant la mobilité. Très, très, très intéressant. Et est-ce que les établissements privés sous contrat ont accès aux aides Erasmus+? Oui, bien sûr. Voilà. Et supportez-vous financièrement les programmes au profit des enfants à partir de 5 ans? Vous avez répondu, je crois. Oui. Voilà. Alors, une personne nous dit qu'elle voulait postuler pour une formation aux Pays-Bas. Après, on revient toujours dans le truc que nous, en fait, on finance les établissements qui portent un projet Erasmus+. On ne finance pas directement, comme nous, on les appelle les bénéficiaires finaux, les gens qui partent en mobilité. Il faut que la personne soit dans une structure, que ce soit un lycée, un collège, Pôle emploi, dans une structure qui a déposé, qui a un projet Erasmus+, donc qui a ces financements. Et ça passe par eux par la suite. Donc, si par exemple, on est dans une université, on va contacter le bureau mobilité qui va ensuite organiser l'échange. Et pour Pôle emploi, on a un bureau mobilité aussi, j'imagine. Des référents mobilité, oui. Oui. C'est intéressant hein, de découvrir ça pour les demandeurs d'emploi également, parce qu'effectivement, on a tous l'idée qu'Erasmus est réservé aux étudiants, comme l'a dit Nelly avec ce film-là. Espagnol, voilà. Donc, et ce Erasmus+, est formidable. C'est une découverte. Hein, et je crois que ça va être une découverte pour beaucoup de monde dans le milieu de la formation professionnelle aussi. Dans le milieu de la formation, il est souvent indiqué que les dossiers administratifs sont compliqués. Est-ce le cas? Les dossiers Erasmus sont probablement plus simples que d'autres fonds européens. Je pense notamment au FEDER, au FSE, etc. Pourquoi? Puisque sur la mobilité, Nelly en a dit un mot tout à l'heure, on a ce système de l'accréditation qui est en fait un ticket d'entrée dans le programme, un agrément. Et puis une fois qu'on a obtenu cet agrément, on fait des demandes de financement simplifiées chaque année à travers un formulaire en ligne qu'on remplit assez rapidement. Donc ça, c'est peut-être le premier élément de réponse. Et puis un deuxième élément de réponse, si on continue à parler de la mobilité Erasmus+, ce qui est intéressant pour les structures qui portent des projets, c'est qu'une fois qu'elles obtiennent un financement, une fois qu'elles ont signé un contrat avec l'agence Erasmus+, elles obtiennent 80% du financement à la signature du contrat et 20% au moment où elles redonnent leur rapport final. Donc vous voyez, il y a aussi, en termes de trésorerie, c'était un petit peu l'écueil qu'on pouvait faire, notamment sur certains fonds financement européens, où l'argent arrivait très tard à la fin des projets, ce qui a eu pour impact que les associations avaient eu des problèmes de trésorerie, notamment pour assumer ces coûts. Avec Erasmus+, il y a 80% de la signature du contrat. Donc ça permet, disons, de sécuriser à la fois les structures qui portent les projets et puis, en définitive, la réalisation de la mobilité des participants.
Alors, quel est le délai de traitement entre la réponse aux appels à projets et la réalisation du projet? Par exemple, pour une mobilité en 2024-25, quand doit-on candidater? Alors, pour une mobilité en 2024-2025, pour obtenir une accréditation, l'appel à proposition se clôture au 19 octobre. Pour des demandes de financement, si l'accréditation est obtenue, qui se font en février, pour des dépenses éligibles à partir du 1er juin. Il est possible également de déposer un projet de mobilité de courte durée. Donc là, c'est une modalité différente de l'accréditation, plutôt pour mettre le pied à l'étrier, avec un volume de mobilité un peu plus faible. Donc, c'est un dispositif plutôt centré sur les structures qui sont novices, qui n'ont pas d'expérience en programme Erasmus+. Donc là, ce sont des demandes de financement en février 2024 pour des mobilités éligibles à partir du mois de juin 2024. Très bien. Toutes les universités sont partenaires d'Erasmus? J'imagine que oui. Là, on est sur Erasmus. 99%, non? Oui, bien sûr, la plupart ont des dossiers de financement chez nous. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, c'est l'avènement de ces universités européennes ces dernières années, donc ces alliances entre universités. Pratiquement toutes les universités françaises aujourd'hui sont financées par Erasmus+ et ont un partenariat, font des doubles diplômes pour des licences, pour des masters, avec des universités européennes et internationales. Très bien. Quelqu'un nous demande la liste des établissements partenaires Erasmus+. C'est un petit peu Nelly, non? Alors, on finance environ 136 000 mobilités par an, même 140 000, je pense, à l'heure où je vous parle. Donc, c'est... je ne sais pas si Glenda, je me tourne vers Glenda, si c'est en ligne, la liste de l'ensemble des structures que l'on finance. Je ne pense pas. Alors, sur les projets qui sont réalisés, notamment les projets de l'ancien programme 2014-2020, tout est en ligne. C'est le site Stat Erasmus+. Donc là, oui, c'est vrai, Stat Erasmus+, bravo. Et puis, pour les projets qui sont en cours, on publie les résultats des appels à proposition chaque année sur le site monprojet-erasmus+.fr. Et nous avons également, bien sûr, le rapport d'activité qui sort chaque année, le rapport d'activité de l'agence qui va sortir pour 2003, ça va sortir en mars 2024 et qui montre tout ça et qui a des annexes financières, donc qui montre le nombre de mobilités financées, etc. Donc, et ça, vous pouvez trouver la version de 2022 sur notre site web également. Alors, quelle est la procédure pour qu'une structure soit agréée? On nous demande encore. Ben, j'imagine qu'on va sur le site, justement. Oui, voilà, on va vous mettre le lien dans le chat juste après. Voilà, on va sur le site à destination des bénéficiaires et des porteurs de projets Erasmus+, donc monprojeterasmus+.fr. Et puis, voilà, on sélectionne l'action qui nous intéresse, la mobilité, les partenariats, et on va sur le secteur éducatif qui correspond à la situation de son établissement. Donc, si on est un collège, un lycée d'enseignement général, on regarde l'enseignement scolaire. Si on est un CFA, un lycée professionnel, on regarde l'enseignement et la formation professionnelle, l'université, l'enseignement supérieur, etc., etc. On va vous mettre dans le chat. Oui, et je pense également aux webinaires Prépare Erasmus+. Il y a des webinaires qui sont organisés par le département promotion. Ah, elle a disparu. Ça a un petit souci. Hein. Glenda, je voulais mettre le lien là. Mon projet Erasmus+, et sinon c'est Stat Erasmus. Là où vous trouvez effectivement toutes les statistiques sur le programme. Donc, statistiques complètes sur le programme 2014-2020 et en cours sur 21-27. Bon, Glenda a eu un problème apparemment. Je prends la relève, Michel, pas de souci. Bon, je vois, il n'y a pas d'autres questions. Sinon, un témoignage qu'une personne nous dit qu'on la ramène 40 ans en arrière. Ça fait 3 séjours et que c'est beau à voir. Oui, oui.
JM. C'est très, très beau à voir. Je suis bien d'accord. Et cette ouverture à la formation professionnelle et à la formation continue, et puis à l'enseignement d'une manière générale, et surtout à l'apprentissage, c'est extraordinaire, hein, la présence d'Idriss. Merci. Voilà, ces ambassadeurs là, qui nous sont présentés sur la diapo, combien à peu près d'ambassadeurs, on l'a dit, mais... Donc, il y a 52 ambassadeurs qui ont été retenus. Donc, c'est tout nouveau, hein, puisque c'est une démarche qui a été lancée au printemps 2023 et qui faisait partie des 35 recommandations pour les 35 ans du programme Erasmus. Et donc, nous avons recueilli 900 candidatures, donc ce qui était incroyable, puisqu'on s'attendait plutôt de l'ordre de 300-400 candidatures. Donc, on a eu 900 candidats pour devenir ambassadeur, alors que c'est quand même assez dense et engageant. Et je remercie notre ambassadeur, voilà, Idriss. Et donc, on les sollicite beaucoup pour participer à des événements, des échanges dans les établissements, des webinaires, bien sûr. Et donc, nous en avons retenu 52 qui représentent toute la diversité du programme Erasmus+. Très bien. Alors, tu as un passeport diplomatique, Idriss, du coup, c'est ça? Donc, on va relancer. Il y aura un nouveau réseau des ambassadeurs. C'est quelque chose qui est tout nouveau cette année. Et donc, il y aura une prochaine campagne de recrutement au printemps 2024 pour la prochaine promotion du réseau des ambassadeurs. Et on va voir, peut-être ça va s'agrandir vu le succès que ça a été avec la première campagne de recrutement. On va voir comment ça évolue. Peut-être un mot sur les Erasmus Days. On peut revenir sur l'événement quand même, parce que c'est aussi ça qui nous réunit. Là, les 6 jours, là, bien les mettre en avant, ces 6 jours. Les 6 jours. Alors, d'autant, Glenda, que quelqu'un a fait, je crois, 3 mobilités qui est intervenu dans le chat. Donc, pardon. C'est une formidable entrée pour effectivement participer aux Erasmus Days. Eh oui. Je vous laisse la parole. Alors, oui. Donc, un dispositif particulier pour les fonctionnaires souhaitant se reconvertir? Pas de dispositif particulier. Après, les collectivités territoriales peuvent participer au programme Erasmus+. C'est toujours par rapport à l'établissement et pas par rapport au profil de l'individu. Oui. Donc, j'en profite pour les Erasmus Days. Save the date, 9 au 14 octobre. Lundi 9, on lance les Erasmus Days avec un visite d'établissement scolaire, notamment à Paris, dans le 20e arrondissement. On va lancer les Erasmus Days en France et dans le monde entier. On espère battre le record de l'année dernière et donc d'avoir plus de 6300 événements organisés partout dans le monde. Toute cette semaine-là, vous allez voir donc des vidéos, des posts sur nos réseaux sociaux. J'en profite peut-être pour partager le challenge qu'on fait cette année en lien avec les Erasmus Days. C'est un challenge qui, sur les réseaux sociaux, qui est un trend qui existe déjà. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui s'appelle Tell Me Without Telling Me. Donc, c'est un petit challenge où on incite les personnes à faire une petite vidéo pour que les personnes dans leur entourage devinent ce que la personne est en train de raconter via la vidéo. Donc, par exemple, Idriss, qui est parti au Portugal, il peut faire une petite vidéo qui montre le drapeau du Portugal, un petit peu son CFA, etc. Et c'est à son entourage de deviner, tiens, mais en fait, tu es parti avec Erasmus+, au Portugal. Donc, on a déjà lancé ce challenge lundi dernier grâce à 2 de nos ambassadeurs et on continue à alimenter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram, l'Instagram de Erasmus+ FR. On relaie toutes ces vidéos déjà et on va continuer à le faire en espérant que ça monte en puissance. Et c'est ouvert à tout le monde ce challenge. Pour ceux qui ont fait un Erasmus+, et pour ceux qui souhaitent ou qui rêvent de faire un Erasmus+, vous pouvez participer à ce challenge. Donc voilà, donc toute cette semaine des Erasmus Days,
des festivités, des événements, des publicités et plein d'actualités sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, des vidéos de soutien qui arrivent de la part de nos ministres, etc. Donc, ça va beaucoup parler d'Erasmus+ entre le 9 et le 14, encore plus que d'habitude. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, de vous proposer qu'on refasse un webinaire en 2024, mais cette fois-ci avec des établissements. Par exemple, moi, je suis très intéressé par le CFA d'Idriss pour faire partager aussi aux autres CFA qui ne sont pas forcément informés, puis qui ont l'obligation d'avoir un référent mobilité et un référent mobilité international. Et ça peut être l'occasion justement de faire découvrir, parce que nous, qualité et formation professionnelle, c'est notre chaîne. Nos destinataires sont les organismes de formation principalement. Donc, ce serait intéressant de pointer avec un ou deux établissements, de voir comment ça s'organise du point de vue de l'organisation. Moi, le CFA de Driss, d'abord, toutes mes félicitations pour ça. Et c'est pas courant, quoi. Voilà. Donc, on peut reprendre rendez-vous éventuellement pour un autre webinaire plus tard. On en reparle. Merci beaucoup. Voilà. Bon, on avait prévu 1h30, mais on peut s'arrêter avant parce que je crois qu'on n'a plus vraiment de questions. On n'avait pas énormément d'inscrits, ce que je déplore un petit peu, mais c'est pas grave. On va faire voilà, quelques mots de conclusion. Nelly, Idriss. En tout cas, moi, c'est juste pour inciter les gens à faire Erasmus, parce que franchement, c'est une ouverture sur le monde et on apprend. Nous-mêmes, en fait, ça nous enrichit plus que ce qu'on peut croire. Et ça nous permet d'apprendre sans avoir la pression tout le temps sur nous. Parce que quand je parle de ça, je parle de l'école. Donc là, même si on va avec l'école, dans un autre pays et tout, c'est une autre façon d'apprendre et c'est plus enrichissant qu'autre chose. Ben, je crois que voilà, le mot de la fin, c'est normal qu'il soit celui d'un ambassadeur et je remercie Idriss à nouveau. Et simplement, peut-être le tout dernier mot de la fin, allez-y, n'hésitez pas, appelez-nous, envoyez-nous un mail et on vous répondra dans la mesure du possible pour vous accompagner à une mobilité qui peut, on l'espère, changer votre vie. Alors, il me reste à vous remercier. Glenda, un petit mot? Non, tout va bien? Je pense que tout est dit. Et participer aux Erasmus Days, 9 au 14 octobre. Voilà, participer aux Erasmus Days. Puis on aura peut-être un autre rendez-vous l'année prochaine. Merci Nelly, merci Glenda, merci Idriss. Merci Michel, merci. Pour cette participation depuis l'île de la Réunion. Voilà, il me reste à vous donner rendez-vous pour notre prochain webinaire. Alors d'abord, vous remercier. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur Webikeo et puis sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le W de Webikeo et sur le logo YouTube. Et puis, on se retrouve au prochain webinaire qui aura lieu. Alors, pourquoi ça ne veut plus démarrer là? Voilà. Notre prochain webinaire, c'est ce jeudi. Ce jeudi avec Stéphane Rémy, donc de la DGESP, la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle, ministère du Travail. Sabrina Dougados, qui est avocate spécialisée dans la formation professionnelle. Paul Jean, qui est un de nos collaborateurs chez CFS+, et moi-même. Et nous allons faire le tour sur les derniers décrets, les derniers textes réglementaires qui sont parus, en particulier sur Calliope, le CPF et d'autres choses. Voilà, rendez-vous ce jeudi à 14h30. Merci Nelly, merci à tous et à toutes. Et puis, merci. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.